Salut Jean-Philippe, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Jean-Philippe, tu es maire de Fontenay-sous-Bois. Tu es maire d'ailleurs sous quelle étiquette exactement? NUPS. NUPS. Ah bah, très bien, Ou très bien, très NUPES. bien. Oui, mais attends, t'as été élu maire avant, Ouais, alors avant la NUPES. avant, mon étiquette c'était Front de gauche. D'accord. Voilà, parce que voilà, je suis très proche des communistes, par qui au départ j'ai été investi. Mais mon histoire politique fait que je n'ai pas de carte et que je crois que autant le Front de gauche qu'aujourd'hui la NUPES correspond bien à ce que je porte du projet de la gauche, c'est-à-dire avant tout dans sa diversité, porter des politiques antilibérales en rupture avec les politiques ultralibérales. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur ce socle commun à gauche. Et donc, ça me va bien avec évidemment des valeurs d'écologie, démocratique, et évidemment de solidarité. Alors, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pas pour parler de la NUPES, hein, quoique, enfin, si tu veux, on pourra en parler à la fin, mais c'est pour parler de la hausse du prix de l'énergie. On voit là ces derniers mois et on sait ce qui va arriver, notamment pendant cet hiver. Tous les prix sont en train d'augmenter, le prix du gaz, le prix de l'électricité, etc. On voit l'État faire des efforts pour que, à la fois, notamment les citoyens et les entreprises bénéficient d'un bouclier tarifaire. Mais comment ça se passe pour les collectivités territoriales et tout particulièrement pour les communes? Vous faites comment à Fontenay? C'est une crise d'abord sans précédent. Des augmentations de 300, 400, 500, 1000%. Aucune organisation collective, privée ou publique, ne peut supporter des augmentations de ce type, surtout pour un bien de première nécessité. L'énergie, c'est le carburant de la société, on en a besoin pour tout. Ça aura un impact évidemment sur les prix du quotidien, une inflation galopante, et sur l'énergie. Pour donner un exemple, à Fontenay l'année dernière, notre budget en 2021, fluide, énergie, chauffage, électricité, gaz, 2 millions d'euros. On va finir l'année cette année 2022 à 3 millions d'euros, plus 50%, et les prévisions 2023, 8,5 millions d'euros. Vous voyez les augmentations. Donc nous ne savons pas comment nous allons faire. Alors on a une petite idée, puisque sur un budget de 100 millions en fonctionnement, 20 à 30 millions en investissement, on réduira s'il le faut l'investissement pour équilibrer nos budgets. Je rappelle que les collectivités ont obligation d'équilibrer leur budget. Nous ne pouvons pas être en déficit. Nous produisons 70% de l'investissement public, donc en fait, on va réduire de fait l'investissement public. Mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure, c'est pas que les collectivités. En fait, le gouvernement aide, comme toujours, les entreprises, évidemment, le citoyen lambda, mais pas tous les citoyens. Tous les contrats collectifs d'électricité et de gaz ne sont pas concernés par le bouclier tarifaire. Donc je suis très inquiet pour le logement social, tous les locataires, qui ont déjà eu des rappels de charges en septembre très importants. Je suis inquiet pour les copropriétés. Il peut y avoir un accident industriel de copropriété qui se dégraderont très vite, qui seront en faillite et qui ne pourront plus payer. Donc ça, c'est très inquiétant. Et puis évidemment, tous les organismes collectifs, tels que nos collectivités, mais aussi les hôpitaux. Comment on va faire pour les hôpitaux pour passer l'hiver, qui, à l'orée d'une peut-être nouvelle crise sanitaire, pourrait être mise en difficulté? On ne va pas couper le chauffage dans les crèches. Est-ce que je vais supprimer la piscine? Évidemment, non. Sachant que l'été dernier, le taux le plus important de noyade a été atteint pour les jeunes et que c'est un des premiers taux de mortalité pour les enfants. Donc on voit bien qu'il y a un sujet extrêmement compliqué. Moi, je porte avec d'autres, hein, et notamment de la NUPES, le fait qu'il faut un bouclier tarifaire, blocage des prix immédiats, revenir à la régulation des tarifs. Hein. On avait des tarifs régulés de l'énergie avant 2020. Alors on dit c'est l'Europe, évidemment c'est l'Europe, mais l'Europe c'est nous, c'est la France notamment, et notre responsabilité c'est d'avoir des politiques qui sont en rupture sur les questions libérales. Mais c'est vrai ce que je dis sur l'énergie, mais on est en train de le vivre aussi sur les transports. Bref, toutes les politiques publiques sont concernées par le libéralisme qui attaque, qui attaque, qui attaque, et qui nous met en difficulté. Et dernier point là-dessus, là où je suis encore plus inquiet, c'est qu'en 2020, pendant la crise sanitaire, les collectivités ont joué leur rôle d'amortisseur social, parfois à la place de l'État. Je ne sais pas si l'hiver prochain, nous serons en capacité d'amortir la crise pour nos concitoyens et pour leurs besoins du quotidien. Bon. Alors justement, là, tu as parlé d'un outil qui, a priori, n'est pas une option choisie par le gouvernement, qui est la régulation des prix, le blocage des prix. Euh, dans la mesure où, a priori, hein, enfin peut-être que je vais être détrompé, mais le gouvernement va pas utiliser ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Enfin, comment toi, je vais te dire genre concrètement, comment tu penses que tu vas passer l'hiver? Et si c'est pas celui-là, comment tu vas passer l'hiver prochain?
Bah déjà, on a commencé la mobilisation. Moi, j'ai été l'un des premiers en septembre, puisque nous, ça fait plus d'un an qu'on voit bien que la crise, elle a démarré, hein. Elle a démarré bien avant la guerre en Ukraine. La spéculation, le principe spéculatif, ça fait un moment qu'il a été engagé. Donc, on a alerté les pouvoirs publics. La bataille avec les maires, notamment avec le gouvernement, a été engagée très fortement. On n'a pas eu gain de cause sur tout, mais il y a quand même eu des arbitrages pour qu'il y ait des financements complémentaires. Ça ne suffira pas. Le deuxième, c'est que la Première ministre a dit la semaine dernière qu'on ne serait pas obligé de respecter le contrat de Cahors, les fameuses règles d'austérité budgétaire pour les collectivités. Je ne désespère pas qu'ils entendent qu'il faille aller plus loin. S'ils n'allaient pas plus loin, évidemment, nous réduirions l'investissement. Clairement, nous avons une capacité d'autofinancement dans le jargon des financiers plutôt relativement bonne. Ça la dégraderait, Oh. mais on parle d'indicateurs financiers. Ceci dit, nous, on aura besoin de passer l'hiver, pas pour nous d'ailleurs, pour Ouais. nos populations. Et donc, on mettrait moins d'argent dans l'investissement qu'on concentrerait sur le fonctionnement pour équilibrer le budget et pour faire face aux besoins de première nécessité de nos populations. Bon. Mais là, tu parles pour toi, enfin, tu parles pour ta commune, Fontenay-sous-Bois, qui est quand même réputée pour avoir. Vous êtes une commune un peu riche, quoi, par rapport à d'autres qui sont un peu moins bien lotis. Comment eux, t'imagines qu'ils vont pouvoir, eux, s'ils n'ont pas la Bah, possibilité de réduire les mais investissements? c'est pour ça que j'ai été l'un des premiers à parler fort. Il va y avoir un accident industriel pour les copropriétaires, je l'ai dit tout à l'heure, mais il va y avoir un accident industriel pour les collectivités. On va avoir des collectivités en faillite, et notamment nombre de petites communes. Euh, je crois que c'est le résultat du dogme néolibéral qui veut que le libéralisme, le marché, règle tous les problèmes. Ben non, moi j'ai fait des cours de gestion dans ma vie étudiante, ça remonte, mais on nous a appris que pour un marché fonctionne bien, il faut des règles, un minimum. Évidemment, on dit plus ou moins, et c'est le débat entre les libéraux, les keynésiens, bref, les débats de politique économique. Mais un marché, laisser le marché sans règles, ça ne marche pas. Et là, on en est là, puisqu'on a libéralisé de manière importante un certain nombre de services publics, attaqués d'ailleurs très fortement. On attaque aussi les investissements publics. C'est le retour de Thatcher depuis un moment. Et j'ai envie de dire que c'est le sacre du néolibéralisme avec Macron. Et oui, je pense que c'est avant tout les Français qui vont souffrir. Nous, les collectivités, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Bon. Nous, on est un service on est au service de nos populations. Et oui, il va y avoir des faillites. Je pense qu'il va y avoir des faillites de collectivités qui ne pourront plus payer, voire des démissions en pagaille de maires, notamment On peut, ima- dans le monde rural. on peut imaginer qu'à ce moment-là, l'État intervienne, en fait. J'espère. Et l'État, genre, débourse J'espère l'argent parce que lorsqu'il le faut. Ou reprenne la tutelle. mais je pense que c'est un peu ce qu'ils cherchent, parce qu'ils n'arrivent pas à diminuer la dépense publique qu'ils veulent nous imposer. L'État est en déficit permanent. Nous, je rappelle que nous sommes à l'équilibre. Et donc, je pense que l'État essaye de nous faire une cure d'austérité grâce à la crise de l'énergie. Pour eux, c'est un effet d'aubaine. Oui, on voit bien. D'ailleurs, le gouvernement, Macron en tête, nous fait des annonces de communication en permanence en disant on a mis tant de millions, tant de millions, tant de millions. Or, les finances des collectivités, les dotations de l'État n'ont jamais été aussi faibles. Mm. Donc on voit bien que c'est de la communication politique. Il a supprimé nos ressources. Hein. On pourra bientôt plus lever l'impôt. Il nous reste la taxe foncière, mais il a supprimé la taxe d'habitation, certes, qui n'était peut-être pas juste et qu'il fallait réformer. Enfin, on a un impôt en moins pour financer du service public. Je rappelle que derrière, c'est financer du service public au service de nos populations pour faire en sorte de diminuer les inégalités ou répondre aux besoins de première nécessité. Je pense à l'école, je pense à la culture, je pense aux retraités, je pense à la petite enfance. Bref, j'ai l'habitude de dire que c'est de la naissance à la fin de vie, de la crèche au cimetière, dont on s'occupe. Et donc, on est des biens de première nécessité, les collectivités, et on est en première ligne. Et je pense qu'il y a un risque de dégradation très forte et une augmentation très forte des inégalités dans le pays à l'orée de l'hiver. Dernier point sur ce sujet, il y a un argument, enfin une proposition en fait qui est faite par le gouvernement en permanence, c'est de dire ah bah si vous voulez passer l'hiver, vous avez qu'à mettre le chauffage à 17, éteindre la lumière quand vous partez, débrancher les multiprises, et puis avec ça vous ferez des économies d'énergie et si on fait tout ça collectivement, on va y arriver. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? D'abord, ils ont fait ces annonces avant qu'il fasse froid. Tout le monde était d'accord.
Puis quand l'hiver arrive et qu'il faut remettre le chauffage, déjà dans la population, ça commence à grincer des dents. On voit bien que soit ils le savaient et ils l'ont fait en connaissance de cause, soit c'est parce qu'ils n'ont jamais été en gestion et donc c'est facile de faire des annonces. Évidemment que on n'a pas attendu la crise de l'énergie pour faire des investissements importants. D'ailleurs, si vous remarquez bien, euh, la transition écologique revient au moment des crises. Par hasard, comme par hasard, ça y est, le gouvernement Macron va faire de la transition écologique. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé à investir massivement dans la transition écologique pour à la fois diminuer notre empreinte écologique, mais aussi pour diminuer la facture. Je pense notamment à notre réseau d'éclairage public. On a investi depuis 10 ans 7,5 millions d'euros. On a diminué par deux notre budget et on est passé de basse tension et en LED. Euh, et on a quasiment fini, il nous reste 2-3 ans pour améliorer le réseau. On a investi dans une école neuve en innovant, avec des techniques innovantes. On vient de toute la France voir la technique utilisée, technique qui vient d'Afrique, des murs trombes empisés, donc c'est de la terre cuite. C'est un gros constructeur français qui a réalisé l'école. On a une forte inertie dans l'école, ce qui fait que l'hiver, il fait globalement assez bon, on chauffe un peu, mais beaucoup moins qu'ailleurs. L'été, c'est pas la canicule à l'intérieur, on arrive à gérer les périodes de canicule, il fait plutôt bon, et donc plutôt un investissement vertueux. Mais on n'a pas attendu la crise de l'énergie pour le faire, donc Bon. il ne faut pas nous donner des leçons. Et donc qu'est-ce que ça veut dire demain par rapport à ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je t'ai dit sur les mécanismes comment on va s'en sortir? Ben, on va investir moins. Donc toutes les collectivités vont investir moins. Et pour faire de la transition écologique, il faut investir. Et donc si on a les moyens pour investir, on voit bien que c'est pas l'État qui le fait, puisque je crois, mais je veux pas être trop politicard dans mon propos, le gouvernement Macron n'est pas réputé pour faire de la transition écologique, en tout cas pour que ça soit une de ses priorités depuis presque 7-6 ans qu'il est au pouvoir. Mm. Alors, il a quand même fait des annonces, Emmanuel Macron, hier, via, je sais pas, une espèce de vidéo où il était tout seul face à ça. Maintenant, il fait ça, donc il fait ses annonces tout seul face à son téléphone portable, où il a dit qu'il allait investir, je ne sais plus combien de milliards, je sais pas s'il a annoncé un chiffre, pour développer des métros, un réseau de RER dans une dizaine de C'est un métropoles en France. contre-feu Mm. de communication, puisque on connaît bien le sujet, nous, à la fois parce que dans la région parisienne, il y a un vrai débat entre l'État et la région, entre Macron et Pécresse, pour faire court. Mhm. Justement, c'est Euh, sur ça que je voulais t'interroger. C'était ma dernière question, c'est sur la hausse du prix annoncé du ticket de métro et de l'abonnement Navigo. alors, il y a deux, trois choses sur la question. Pour revenir Mm. à ta première question, je pense que c'est un contre-feu parce que toutes les régions aujourd'hui sont en difficulté parce que l'État n'investit plus massivement dans ces réseaux de transport. Donc, il dit d'un seul coup, le premier besoin, c'est un réseau d'ARER. Nous, on est bien placé. Le gouvernement refuse pour l'instant de signer la DUP pour le prolongement de la ligne 1 jusqu'à Val-de-Fontenay pour désengorger les transports du quotidien et qui concerne 5 millions de franciliens, puisque Val-de-Fontenay est la porte d'entrée de l'Est parisien, et notamment les nombreux Seine-et-Marnais, où je rappelle, c'est quand même en partie là que la crise des Gilets jaunes a commencé, passe par Val-de-Fontenay. Donc le prolongement de la ligne 1, on en a bien besoin. 1,5 milliard, 1,6 milliard d'investissement, pour l'instant, ils n'avancent pas. Donc on sait bien que Emmanuel Macron est un pro pour lancer des contre-feux et faire des annonces en ce sens où il est en difficulté vis-à-vis des régions. Ceci étant dit, je dédouane pas Valérie Pécresse. Je ne crois pas que la solution ce soit d'augmenter le pass Navigo. Elle se cache derrière ses difficultés avec l'État pour dire ça. Elle a renouvelé un peu de matériel, mais on n'a eu aucun investissement majeur annoncé depuis sa prise de fonction. Donc, dans la région la plus riche d'Europe, la France est la cinquième ou sixième puissance du monde. Donc, on voit bien que c'est pas une question d'argent, c'est une question de là où on veut mettre le curseur en termes de choix politiques. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on veut un pays, une région, une ville écologique, attractive et solidaire, il faut développer les mobilités. Alors évidemment, toutes les mobilités, mais avant tout des mobilités structurantes, donc un réseau de transport structuré avec un plan d'aménagement. Et donc c'est vrai pour des métros, c'est vrai pour des RER, mais c'est vrai pour les TER, c'est vrai, mais qui viennent s'adosser à d'autres moyens de transport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que le TGV et puis rien autour. Il faut le TGV, les TER, des métros, des bus, un réseau de bus structurant, des réseaux cyclables structurants, des réseaux piétons, bref, tout ce qu'on appelle l'intermodalité que nous on fait, on essaye de développer puisqu'on a la deuxième gare d'Île-de-France hors Paris après la Défense à Val-de-Fontenay qui va continuer de se développer, mais on ne peut pas faire de développer une politique de transition écologique sans investissement massif
Et c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour l'économie, et c'est bon pour la solidarité parce qu'on en a besoin. Donc vraiment, je le dis, la question des transports, elle est majeure dans le développement futur et dans la conception qu'on a du développement futur de la France et évidemment de notre ville et de la région. Oui, juste un dernier point, je vais me faire l'avocat du diable et de Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, mais j'ai pas l'impression que eux ils rechignent quant à ces investissements massifs, à la fois les nouvelles gares, mais aussi l'amélioration de tout le réseau actuel et de tout le matériel notamment. Mais que c'est plutôt la question sur qui on fait peser le financement en fait de ces améliorations et de cet aménagement. Est-ce qu'on le fait peser sur l'usager ou est-ce qu'on le fait peser sur, alors eux ils disent le contribuable, mais en fait est-ce qu'on taxe les riches? Est-ce qu'on peut se dire bon on va taxer les riches pour financer les transports en commun? Moi, je Toi tu suis penses que c'est qu'un favorable. problème de gestion? Bah, tu l'as dit, alors, en tout cas de choix politique. Hum, Moi, j'ai un point de vue là-dessus. On voit bien que c'est pas un problème d'argent. Il suffirait d'augmenter le versement transport. Peut-être qu'il faut l'équilibrer. hum. On pourrait dire, à l'image de ce que la NUPES propose sur la taxation des super profits, dire en fonction de la taille de l'entreprise, on va payer plus ou moins et on va participer plus ou moins à l'effort. C'est ça le sujet. Mais d'ailleurs, c'est sur la fiscalité, c'est souvent ça le sujet. Comment on répartit mieux l'effort. Mais là, en tout cas, les transports publics amènent de la valeur ajoutée aux entreprises, participent à l'effort de production. Donc oui, l'augmentation du versement transport de manière graduée et faire payer ceux qui ont le plus de profit, ça me semble légitime. Ils en profitent, leurs salariés en profitent, c'est légitime qu'ils payent. Je rappelle que c'est le gouvernement et le Parlement qui a refusé cette proposition-là. Les régions le demandent de manière, je crois, unanime. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que oui, c'est une des mesures, et ça montre bien que c'est pas une question d'argent, c'est une question de choix politique. Il faut faire payer ceux qui ont les moyens de participer à l'effort de solidarité pour un élément et une politique structurante pour les Français. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci.